Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix. Vous avez bien fait de nous choisir. Vous allez voir aujourd'hui, cette émission va être dingue. J'annonce tout de suite, Philippe David. Ah, vous avez des visions, c'est ça ça va être fou. C'est pas par rapport aux invités que vous non, dites mais ça. c'est ni par rapport à vous, mais je ne sais pas. En tout cas, je sais que ça va être fou. Il y a des chroniqueurs très raisonnables, ma chère. Vous parlez pas de vous. Alors, Philippe Bilger, mon cher Philippe Bilger, je vous dis bonjour tout de suite. Très raisonnable, c'est ce qu'on croit sur les papiers. Absolument. Après, vous savez que tout peut partir à volo. On l'a vu ces derniers récemment à l'Assemblée nationale. On pensait que ça allait bien se passer, et pourtant ça s'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, ils étaient très dévergondés. En tout cas, vous restez avec nous. On est ravis de vous accueillir. 0826 300 300. C'est ici que ça se passe. Le débat, on va parler d'actualité avec Philippe David et bien sûr l'ensemble de nos invités. Et au sommaire de cette émission, on va revenir sur la menace des USA à la Chine sur la livraison d'armes à la Russie. Faut-il craindre une extension du conflit ukrainien? Ce sera à 17h30. Selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, la Chine envisage de fournir des armes à la Russie, de quoi semer le trouble sur la neutralité forcément de façade de la Chine dans ce conflit ukrainien, mon cher Philippe. Oui, la Chine a réagi par le biais du porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Wang Wenbin, en niant les faits et en accusant les États-Unis de diffuser des fake news, on va le dire en anglais, tiens, comme c'est les Américains, et de nourrir les flammes du conflit. Est-ce que pour vous, vous avez peur que ce conflit s'embrase, puisque maintenant le ton monte entre Washington et Pékin, qui sont les deux premières armées du monde? Venez nous le dire au 0826 300 300. Il y a cette question, est-ce que vous craignez justement une extension de ce conflit ukrainien? Vous dites oui à 76%. Et puis on va revenir à 18h30 sur cette information du Times. Marine Le Pen, désormais favorite pour être présidente. Pour vous, peut-elle gagner la prochaine élection? Ce sera à 18h30. Pour le quotidien britannique The Times, Marine Le Pen s'impose comme l'adversaire populiste face à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et voit sa cote de popularité augmenter depuis le printemps dernier, Philippe. Oui, Cécile, la chef de file du Rassemblement national serait pour les Britanniques la, je cite, championne des classes populaires et des classes moyennes inférieures. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut gagner, puisque les élections présidentielles auront lieu dans un peu plus de 4 ans? Est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Ou est-ce que pour vous, le plafond de verre existera encore et toujours dans 4 ans? On vous attend pour nous le dire au 0826 300 300. Et est-ce que vous pensez qu'elle pourrait gagner les prochaines élections présidentielles? Pour l'instant, sur notre compte Twitter, pour ceux qui votent, disent oui à 58%. On a envie de vous entendre. 0826 300 300, bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, Philippe Bilger, le teasing, plus raisonnable des trois. Le plus raisonnable des trois. Il va y avoir un C'est concours. un jugement arbitraire. Oui. Mais Totalement lucide. Comme dirait le proverbe, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein. Voilà, absolument. Exactement. Si Comment on était ce attend les week-end? autres, ça n'arrivera jamais. Petit débrief du week-end, Philippe Bilger. J'étais à Strasbourg avec, c'est beau. c'était magnifique. Vous êtes allé voir la J'ai petite bien France. mangé. Non, j'y allais manger mêlé le souvenir, la gastronomie, la famille, c'était formidable. C'était formidable. Et je suis rentré à temps pour voir le match hier soir. D'accord. Et vous avez pas imaginé nous emmener avec Philippe David? Non. Mais non, Pour Vous manger avez une pas réfléchi. choucroute, moi ça m'aurait dit. Oui, mais vous aurez Voilà le comment repas on aurait nous duré garde. des heures. Priscilla Ludowski est avec nous. Bonjour Bonsoir. Priscilla, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Ouais, on est ravis de vous avoir. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas eu. Oui, Ouais, content d'être là. pour traiter de l'actualité avec joie et bonne humeur et sincérité, parce que c'est ce qu'on demande. Mais ici, il y a marqué parlons vrai. On est d'accord? On est d'accord. On lève la main parfaitement. droite et on dit je le jure. Nickel. Voilà, c'est On ça. croirait un tribunal américain, c'est pas grave. Objection, votre honneur. Voilà, j'adore dire Absolument. ça. Philippe Coy est avec nous, le patron des buralistes de France. bonjour. Bonjour. Avec son accent béarnais. Et voilà, avec le soleil du Béarn où il Ouais. fait très beau. Et dis donc, il met des lunettes, Philippe Coy, maintenant? Ah oui, il en avait déjà avant, Ouais. mais il les mettait pas toujours. Il a Voilà, passé un merci cap. Cécile, parce qu'on n'est pas forcément visible à l'antenne, mais grâce à vous Cécile, tout le monde sait que j'ai perdu quelques dixièmes récemment. voilà. Eh oui. Vous avez passé la date fatidique de la jeunesse. Pas la date de péremption, hein, je vous rassure. J'ai passé une certaine date, c'est vrai, il y a quelques temps, mais voilà, c'est un effet de coquetterie peut-être aussi. Oui, oh, mais dis donc. N'est-ce pas? Homme à lunettes, homme à lunettes. Elles lui vont bien d'ailleurs. Voilà, Elles ça, lui c'est vont fait. bien. Ah oui, faut le dire. elles lui vont bien,
vaut bien. C'est la classe. Oui, c'est pas mal. Ça fait plaisir de vous retrouver en tous les cas. C'est un petit côté intello qu'on aime bien. Voilà. Finalement, Philippe, je ne sais pas qui est le plus distrait autour de cette table. Vous êtes le plus favorablement accueilli. Voilà. Parce que je ne viens pas souvent. Non, pas du tout. Ne soyez pas. La rareté, oui. Voilà, la rareté. La qualité. 0826 300 300. Eric nous appelle de l'Indre-et-Loire. Et dans l'Indre-et-Loire, il y a Tours. Les Tourangeaux sont de retour. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Comment ça va Eric? Ça va très bien, merci. J'espère que tout va bien pour vous. Écoutez, nous très bien, on est ravis de vous accueillir. Vous faites quoi dans la vie Eric? Je m'occupe actuellement de réfugiés ukrainiens, donc pour les aider dans toutes les démarches administratives, avec des associations. Vous êtes à fond dans l'actualité. Oui, on va dire ça, oui. Au cœur de la machine, comme on dit. Oui, c'est ça, oui. Eh bien, vous allez être notre vraie voix aujourd'hui jusqu'à 19h. Vous allez devoir jouer face à Philippe Bilger ou face à Priscilla Ludowski ou face à Patrick Philippe Coy. Décidément, je vais y arriver. Choix cornélien. Ça va être difficile. Difficile pour vous. Vous avez repéré un petit peu. Vous avez lu l'actu. Vous avez fait vos devoirs ou pas? Oui, bien sûr. Eh ben, vous restez avec nous, Eric, et vous nous appelez quand vous voulez pour réagir sur nos débats du jour en attendant la chanson du jour. Mais il n'est pas là. Si j'aurais tant Donne la main. Je dors plus la nuit. Richard Cochian fait 77 ans aujourd'hui. 77 ans. 77 ans aujourd'hui. Ça ne nous rajeunit pas parce que ça a été quand même nos premiers slows. On a dragué un peu là-dessus, Philippe Coy? Nous avons passé le bon moment, dirais-je. C'est bien de le dire comme ça. Priscilla, on a dragué un peu. Franchement. Et Priscilla, on a roulé des pelles sur cette chanson. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? On peut tous dire. Il n'y a pas d'âge. Un coup de soleil, ça date de 79. C'est une sacrée T'es tout petit quand même. Je crois qu'avec élégance, elle vient de nous traiter de vieux. Tout de suite. D'ancêtre. Le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et la transition est toute trouvée, puisque vous voulez requérir non pas contre les vieux, non pas contre les ancêtres, mais encore plus loin, contre les dinosaures, Philippe Bilger. Absolument, on quitte la jeunesse que j'ai face à moi pour aller vers les dinosaures. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'entretien de Jack Lang dans Le Parisien. Et il est prêt à tout, il est même prêt à continuer à l'Institut du monde arabe. Il est pour l'instant en compétition avec quelqu'un qui n'est non plus de toute jeunesse, c'est Le Drian, mais qui est plus jeune que lui. Alors, il soulève un point important. Il dit « Je suis heureux d'être un dinosaure », en quelque sorte. Et je soumets à mes amis l'alternative suivante. Je comprends bien ce qu'un dinosaure peut avoir de positif. L'expérience qu'il a, les années qu'il accumule, le savoir qui est le sien à force de culture. Mais à côté de cela, je n'irai pas soutenir non plus que le dinosaure, quand je vois Philippe David, il sera bientôt un dinosaure. Je ne dirai pas du bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc de ce dinosaure-là. Et donc, sérieusement, Cécile, essayez de le calmer. L'alternative, ou bien la maturité, la vieillesse, c'est une chance. On a un savoir, on a ou bien finalement, elle est pénible parce qu'elle ne laisse pas place aux jeunes ou aux moins âgés. Et mine de rien, l'alternative est assez sérieuse, même si quelqu'un l'a complètement gangrené par un fou rire dont on ne sait d'où il vient. Priscilla Ludowski pour répondre au Jurassic Park des vraies voix, Philippe Bilger. Non, moi je suis d'accord avec le fait que quel que soit l'âge, en fait, c'est pas le sujet, l'âge. Je pense qu'on peut transmettre. Après, on peut réfléchir à une autre forme de gouvernance. Il y a des binômes. Pourquoi pas imaginer un process de transmission du savoir et puis une passation de pouvoir une passation douce. Exactement, qui fait que on retient le meilleur de ce qui a pu être fait avant et puis on transmet gentiment aux générations suivantes qui ne se retrouvent pas comme ça avec une nouvelle gouvernance à gérer. Mais moi j'aime bien ça. Je pense que l'idée de la transmission c'est pas mal. Vous voudriez être avec moi? Absolument. Je savais pas comment vous dire. Voilà. Je vous ai envoyé des poèmes. C'est une sortie en douceur et c'est une entrée. Mais vous trouvez alors que
l'âge, parlons net, c'est plutôt une chance ou c'est plutôt un handicap pour les grands postes, par exemple? C'est une chance quand le travail de transmission est fait en interne. Pas quand on garde toutes les compétences, qu'on les transmet à personne et qu'on s'en va avec, ou qu'on reste 70 ans sans jamais les transmettre. Il y a je veux dire, c'est une culture du travail, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un vrai sujet, en tous les cas, que ce soit pour l'institution du monde arabe ou pour tout dirigeant, en tous les cas. Est-ce que l'âge, il y a une limite où on peut être actif, clairvoyant, agile? C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je disais à la fin d'une de mes interventions, je vais essayer de citer Jean-Jacques Rousseau, la jeunesse et l'apprentissage de la sagesse, et la vieillesse et sa mise en œuvre. Donc, ça peut être aussi cela, mais de trop durer, des fois on peut s'épuiser, et c'est pas tant dans l'âge, c'est que au bout d'un moment on manque d'idées, on manque d'imagination, on manque de punch. Alors oui, il faut savoir transmettre. D'ailleurs, un exemple, regardez, moi dans ma responsabilité, c'est très clair, quand je suis arrivé en 2017, j'ai dit c'est 2 mandats de 4 ans. Voilà, parce que un moment quand on est en responsabilité de grandes décisions, de grandes organisations professionnelles, il faut savoir se régénérer. Et c'est pas que dans 4 ans, j'aurai plus de bonnes idées, mais il faut en mettre d'autres en œuvre. Et là, je suis d'accord avec vous, Priscilla, il faut aussi savoir préparer cette transmission de témoins. C'est vrai, Philippe Bilger, dans les entreprises familiales, on transmet en fait. Le père, enfin, en tout cas le dirigeant, met ses enfants. Alors, et il y a une passation regardez la douce. manière extraordinaire dont des familles qui peuvent être d'ailleurs décriées par ailleurs mettent, je pense au Arnaud, je pense à Bolloré. Alors, c'est remarquablement organisé, la succession. Et ce que j'aime énormément, et pour rejoindre Priscilla. Là, le dinosaure est carrément présent. Il faut être clair. Non, c'est le fait que pour que ça marche, il faut évidemment que la génération qui doit venir ait elle-même des qualités, de la compétence. Oui, c'est ça. Souvent, on met en cause les héritiers comme s'ils n'avaient qu'accueillir comme si c'était légitime d'être. Ils sont très bons aussi. Oui, mais parfois ils sont très mauvais aussi. Oui, mais est-ce qu'on leur laisse la capacité de s'exprimer? Parce que c'est ça aussi des fois, enfin, dans le monde économique, comme vous dites, comme dans le monde politique. Les anciens pensent que les jeunes ne savent pas. Et donc, du coup, l'escalier et l'ascenseur social ne se fait pas. C'est ça. C'est vrai On va être obligé de fermer l'ascenseur parce qu'on change de... On fait que l'ascenseur, Cécile, j'accepte, venant de votre part. On va dans l'ascenseur de la publicité. On revient dans un instant. Vous restez avec nous. On vous parlera de ces 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Puis on va revenir sur ce débat, sur les menaces des États-Unis à la Chine, sur cette livraison d'armes à la Russie. Est-ce que vous avez peur que ce conflit s'étale? Est-ce que vous avez peur que finalement ça finisse par s'emballer? Et les États-Unis, l'OTAN, la France, et ben voilà, 0826 300 300, à tout de suite. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Vous avez raison de nous rejoindre aujourd'hui. Philippe Bilger est avec nous, avec Priscilla Ludowski qui est avec nous, Philippe Coy est avec nous, le patron des buralistes de France. Et vous appelez qui n'a jamais une théorie fumeuse. Il fallait bien commencer la semaine. Mon Dieu. Ne me faites pas brûler. Alors. Non. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette menace des USA à la Chine pour les livraisons d'armes à la Russie. Faut-il craindre, selon vous, une extension du conflit ukrainien? Est-ce que ça vous fait peur pour l'instant? Vous nous dites oui, plutôt à 77%. On vous attend au standard. Aude est avec nous aujourd'hui. Et tout de suite, 3 mots dans l'actu. C'est avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir. Bonsoir. Et les 3 mots sont surprise, euthanasie et classement. Visite surprise de Joe Biden à Kiev. Le président des États-Unis redit son soutien indéfectible aux Ukrainiens. Il promet de nouvelles livraisons d'armes. L'aide active à mourir nécessaire selon les 3/4 des participants à la Convention citoyenne sur la fin de vie. Et puis le classement sans suite de l'enquête visant Éric Coquerel. On l'a appris il y a quelques minutes. Le président LFI de la Commission des Finances était accusé par la militante gilet jaune de gauche Sophie Tissier. Enquête classée sans suite finalement. Les Vraies Voix Sud Radio. Une surprise nommée Joe Biden. Le président des États-Unis s'est rendu dans la capitale ukrainienne pour redire son soutien indéfectible à l'Ukraine à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe. Il y a 1 an, le monde se préparait littéralement à la chute de Kiev, peut-être même à la fin de l'Ukraine. 1 an plus tard, Kiev est debout et l'Ukraine est debout. La démocratie est debout. L'Amérique est debout avec vous
et Le Monde est avec vous. Joe Biden qui promet de livrer de nouvelles munitions d'artillerie à l'Ukraine, mais aussi des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire selon le communiqué de la Maison-Blanche. Les détails doivent être annoncés dans les prochains jours. Difficile. C'est bien cette petite visite de Joe Biden. Vous aurez noté, Cécile, que depuis qu'il a eu un excellent bilan de santé, ce qui nous présage évidemment non pas une réélection, mais en tout cas une représentation de Joe Biden, il paraît en pleine forme. Et il va là-bas et apparemment il n'a pas confondu l'Ukraine avec un autre pays. Ce qui est arrivé à d'autres présidents américains de confondre deux pays. Priscilla Ludowski. Moi, j'ai l'impression qu'il fait suite un peu à la discussion qui a eu lieu là, entre les deux représentants de la diplomatie d'un pays et de l'autre, de la Chine et les USA. Et qu'en fait, c'est une manière un peu de réaffirmer la présence américaine sur place. Enfin, c'est le service après-vente. C'est exactement ça. C'est les délégués qui se déplacent pour rassurer l'Ukraine. Et puis la Chine, ils sont en grand écart entre l'Europe, la Russie et les États-Unis pour garder la face, quoi. Philippe Coy, ce voyage à Kiev. Je pense qu'il est à saluer quand même, parce que malgré tout, ça fait 1 an que ce conflit a démarré, et mes premiers mots iront pour le peuple ukrainien. 1 an qui souffre, 1 an qui sont dans la résistance, dans l'offensive, et à chaque fois que je vois des images, je suis admiratif de voir la détermination de ce peuple qui continue à avancer malgré 1 an de combat, et je espérais que c'est bientôt l'affaire, et de voir le président d'une des plus grandes puissances, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, encore. Se déplacer, c'est un bon signe de soutien que l'on doit tous saluer et qu'on doit tous continuer à applaudir. Autre sujet, la Convention citoyenne sur la fin de vie se dit favorable à une aide active à mourir. Félix. C'était hier lors d'un vote au Conseil économique, social et environnemental. Après 3 mois de débat, à 75% des suffrages, les participants à cette Convention citoyenne se sont prononcés majoritairement en faveur d'une aide active à mourir. Autre question qui était posée à ces 184 citoyens tirés au sort. Ils estiment à 84% que la législation actuelle ne permet pas de répondre à la diversité des situations rencontrées sur les fins de vie. Des résultats qui laissent dubitatif le numéro 2 des Républicains, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. Je suis opposé à l'euthanasie, mais indépendamment de cela, je voudrais dire un mot sur la méthode. J'ai une réticence de principe sur ces conventions citoyennes dans lesquelles on tire des gens au sort. Pour moi, le lieu des débats, c'est d'abord le Parlement, où siègent des gens qui ont été élus pour nous représenter. Et moi, je ne me sens pas représenté par une convention citoyenne constituée de gens qui parlent en mon nom, mais au nom de quoi? Qu'on a enfermé dans une salle sans qu'on nous explique quelle est la procédure requise pour aboutir à ce résultat. François-Xavier Bellamy, vice-président d'LR, invité ce matin du petit déjeuner politique de Patrick Roger sur Sud Radio. Ça, c'est une info qui va faire plaisir à Priscilla Ludowski. Ça m'a fait un peu grincer, j'avoue. Non, mais après, il parle de méthode, mais il remet en question les méthodes de démocratie participative. Enfin, il le prend comme une menace, alors ça peut être un apport au débat public, quoi. Mais Priscilla, est-ce qu'un sujet aussi, on va dire, intime, il n'y aurait pas une seule voix, c'est le référendum? Il faudrait que ça se conclue par un référendum. On a une assemblée de personnes qui débattent. L'idée, c'est que ça se poursuive dans la sphère plus vaste et que ça se termine par un référendum où les gens pourraient donner leur avis. Ça vous choque, vous, Philippe Bidja, cette convention citoyenne? Non, mais autant j'étais partisan du RIC, c'est bien cela, référendum d'initiative citoyenne. La mesure la plus importante proposée par les Gilets jaunes, autant je discuterais la méthode, parce qu'elle est typiquement macronienne. C'est-à-dire qu'on a plusieurs instances, Cécile, de prétendue réflexion. La Convention citoyenne, on aura un dîner le 22 février, et puis évidemment, il y aura le Parlement quand on pourra discuter de tout ça. Comme si en réalité, à aucun moment, on avait une assemblée qui est capable de mettre ensemble des positions contraires. Moi, ça m'inquiète, cette succession de pensées un peu Il faudrait les lier, effectivement. Oui, je suis un peu d'accord avec Philippe. Un peu, parce que franchement, vous m'avez traité d'enfant passage tout à l'heure. Donc, je vais pas oublier, monsieur le professeur. Non, juste pour dire que ce qui me gêne un peu, c'est pas la méthode, c'est qu'aujourd'hui, il faut ouvrir beaucoup de cercles de réflexion qui, quand ils sont ouverts, que ce soit des citoyens ou là, le CESE qui vient organiser ce débat. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que le CESE prend des positions de société. Il y a quelques semaines, c'était sur la légalisation du cannabis, qui rendait un avis favorable.
Et puis il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, etc. Sorte d'une torpeur. Non, mais tout ça pour dire que toutes ces instances, c'est de l'action qu'il nous faut derrière. Parce que la fin de vie est un vrai sujet. Ça fait des années qu'on en entend parler. Ça, malheureusement, il y a des souffrances derrière, il y a des familles, et que forcément, arrêtons des conclaves de discussion, prenons des actions et peut-être qu'il y a quand même aussi des hommes et des femmes. Est-ce qu'on a les résultats? Je dirais une petite nuance. Non, mais il y a quand même des hommes et des femmes politiques dans ce pays qui sont élus dans toutes les instances pour représenter le peuple. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on décrédibilise toute la représentation nationale? Est-ce qu'on crée ici ou là des groupes de réflexion qui amènent leurs projets? Il y a notamment le CESE qui est normalement la 3e chambre pour cela dans ce pays. Donc à un moment, j'ai peur qu'on se perde en considération de réunion, la réunionnite aiguë. C'est vrai qu'on ne sait plus qui réfléchit à quoi là. Mais je pense qu'en fait la méthode elle est aussi dans la qualité du processus, c'est-à-dire que si on a une instance représentative, à un moment donné, il faut l'inclure dans le débat de l'Assemblée pour qu'ensuite elle prenne le chemin qu'elle doit prendre vers un référendum ou vers une loi ou un règlement, peu importe. Mais ce sont des choses qu'il faut lier et c'est une vraie demande, parce que là, je ne sais pas si vous avez vu le sondage Opinionway qui est sorti, 82% des Français demandent à être associés à des mesures importantes qui les impactent directement. Et 66% pensent que la démocratie est en danger. Donc, quand on a cette peur publique, il faut faire quelque chose de ça. Les gens ont envie de participer, c'est trouver le bon dispositif qui soit complémentaire avec ce qui se fait à l'Assemblée et non pas en opposition. Il est assez paradoxal de voir que les Français veulent participer et en même temps on n'a jamais connu une telle dépolitisation. C'est ce que je voulais dire. Moi j'entends, et c'est bien qu'ils veuillent y participer, il y a un moyen. Mais il faut aller à l'isoloir. C'est une démocratie, il faut aller voter. Non, c'est pas le seul moyen. Non, c'est un des moyens, mais c'est pas le seul moyen. Il y a tellement de gens qui se battent pour l'avoir, ce moyen-là, qu'on pourrait au moins l'user dans son bon sens. Absolument. Quand on fait confiance. Non mais c'est une question. Quand on fait pas confiance, voilà, ça donne l'abstention. On en reparlera. Vous restez avec nous. Tout de suite, on termine avec ce classement sans suite de l'enquête visant Éric Coquerel. Un petit mot, peut-être dessus. Oui, enquête ouverte en juillet pour des soupçons d'agression et de harcèlement sexuel. Le président insoumis de la commission des finances de l'Assemblée nationale avait été accusé par la militante gilet jaune de gauche Sophie Tissier. Finalement, on l'a appris il y a quelques minutes. La procédure a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. C'est ce qu'indiquait le parquet de Paris à l'agence France Presse. Voilà, on voulait juste le signaler. Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ces menaces des États-Unis à la Chine, sur les livraisons d'armes à la Russie. Est-ce que vous craignez l'extension, comme on vous pose cette question sur notre réseau social, du conflit ukrainien? Pour l'instant, vous dites oui à 78%. Et puis, vous nous appelez, bien entendu, avec un numéro. Le 0826 300 300, vous craignez une 3e guerre mondiale ou vous pensez que les choses vont se calmer comme pendant la guerre froide? On vous attend, c'est Aude qui prendra votre appel. Le seul numéro, le 0826 300 300. À tout de suite. Vous avez raison de nous choisir, on est ravis de vous retrouver. C'est lundi. On est toujours un peu guiré de vous retrouver le lundi. On est content. Bah oui, on est content. Très guiré. On est content. Je crois que même moi, vous êtes content de me retrouver. Non. Ah non. Non, c'est marrant. Merci. Les nouveaux sourires qui viennent le lundi, c'est nous. C'est risqué de poser ce genre de questions. Vous avez raison d'essayer, Philippe. Je me suis trompé. David vit dangereusement. Oui. Faut jamais demander lequel tu préfères. Ah ouais, tiens. Remarque, l'avantage, c'est que Cécile, à cette table, elle peut dire je préfère Philippe. Ouais. On est trois. Il y a 3 Philippe. On sera 3 heureux au moins. C'est pas idiot, ça. Moi, je préfère Philippe. Philippe Bilger, vous préférez Philippe David ou moi? Pas mal. Je préfère de toute manière toujours les femmes. Voilà. Non mais et même avec dans les hommes, Philippe tient la dragéo qui tient bien. Mais si j'ai à choisir entre un homme et une femme, on me dirait l'univers, vous n'avez à le remplir que par un sexe. Je n'hésite pas une seconde. Malgré la classe de Philippe Coge. Ça y est, ça me retombe dessus. Philippe, vous préférez Philippe David ou moi? Cécile, mes yeux sont pour vous. Voilà, j'ai 2-0. Priscilla. Je me sens isolé. Attention, Priscilla. Je suis obligée de dire Cécile. Et 1, et 2, et 3-0. Ça rappelle un match de foot 18. Et moi, je vous préfère vous, Philippe David. Merci, allez, restez avec nous tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
C'est un avion de chasse américain qui a neutralisé par 2 fois en moins de 24 heures des ballons d'observation attribués à la Chine. Un rapprochement entre Moscou et Pékin sur fond de guerre en Ukraine. Nous avons pour objectif de renforcer les coopérations entre les forces armées de la Russie et de la Chine. La Russie et la Chine entendent ainsi devenir un contrepoids géopolitique face aux États-Unis. Les Chinois disposent d'une industrie d'armement extrêmement performante. Aujourd'hui, en quelque sorte, ils sont en mesure d'exporter du matériel de très haut niveau vers la Russie. Face à une situation internationale difficile, nous sommes prêts à renforcer la coopération stratégique avec la Russie. Anthony Blinken a donc mis en quelque sorte les points sur les i. Washington fait pression sur Pékin pour empêcher que la Russie ne se réarme au détriment de l'Ukraine. Et on revient sur ces menaces des États-Unis à la Chine, sur cette livraison, cette potentielle livraison d'armes à la Russie. Faut-il craindre cette extension du conflit, Philippe? Oui, la Chine a réagi et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a nié les faits et accusé les USA de propager de fausses informations et de nourrir les flammes du conflit. Alors, est-ce que vous craignez une extension du conflit? Est-ce que pour vous, on peut arriver carrément à une 3e guerre mondiale? On vous attend au 0826 300 300. Et on a un invité, bien entendu. Eugène Berg est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. D'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes un ancien ambassadeur, essayiste et enseignant spécialiste de la Russie, de l'Ukraine et du Pacifique, auteur du livre L'Ukraine, février 2023 aux éditions Hémisphère, Maisonneuve et La Rose, et La Russie pour les nuls aux éditions First. Ça, ce sera pour moi. Philippe Bilger. Philippe Bilger, petite réaction sur ces menaces. Vous vous flattez, ma chère Cécile. L'ambassadeur pour les nuls. Non, mais c'est pas Russie pour les nuls, c'est pour moi. Non, mais si vous le permettez, je serai un peu plus longue d'habitude. Allez-y. Et je serais heureux que monsieur l'ambassadeur puisse répondre, si vous me le permettez. Depuis le début de la guerre, monsieur l'ambassadeur, j'ai l'impression que on a du mal à identifier très exactement la stratégie chinoise. À un certain moment, il me semblait que les Occidentaux, les Européens, considéraient que la Chine pouvait jouer un rôle d'influence très positif auprès de la Russie pour la calmer, pour aller vite. Ensuite, on apprend que les relations n'ont jamais été meilleures que durant cette période entre la Russie et la Chine, et on voit les problèmes d'armement que semblent dénoncer les États-Unis. Quelle est, en définitive, à votre avis, la position de la Chine ? Voilà, écoutez, je crois que vous avez très bien résumé la situation, qui est un peu compliquée parce qu'elle a été sinueuse, je veux dire, à l'image même de la Chine. Alors, au début, vous avez cité le ballon, il a été abattu par un F-22, c'est un peu technique, le 4 février. Et le 4 février, il y a un an, Vladimir Poutine était à Pékin pour l'ouverture des Jeux d'hiver et il a signé un communiqué de 16 pages que j'ai appelé dans mon livre un véritable manifeste d'un nouvel ordre mondial. Ils ont passé en revue l'ensemble des questions et donc ils ont remis en cause le monopole occidental sur cet ordre mondial libéral qu'ils veulent remettre en cause. Alors, quand la guerre a éclaté, la Chine a été prudente parce qu'elle ne savait pas très bien où ça allait. Si la Russie allait gagner, comme peut-être elle l'espérait ou certainement au bout de quelques jours ou quelques petites semaines, elle empochait tout. Quand elle a vu que la Russie s'enlisait, elle est devenue prudente en disant finalement si la Russie perd, moi j'y perdrai une partie de ma crédibilité, de mes marchés, et ainsi de suite. Maintenant, on est peut-être à une 3e phase de l'attitude chinoise. Alors pourquoi la Chine a haussé le ton? Et pourquoi les États-Unis ont répliqué? La Chine a haussé le ton, à mon avis, au moment même où les Américains, souvenez-vous, le 25 janvier, il n'y a pas si longtemps, ont décidé de livrer des chars Abrams 1 et 2, des chars lourds, contrairement aux AMX français. Et là, ils se sont dit, oulala, ils vont loin et je ne peux pas rester passif. J'ai besoin de Moscou dans ma confrontation éventuelle avec Taïwan. Je suis en train de resserrer les rangs avec l'Iran. Je constitue autour de l'organisation de Shanghai une espèce de contretemps. Et donc, les États-Unis viennent m'embêter, ils viennent réarmer le Japon, ils viennent de pousser la Corée. Donc, il faut que je réagisse. Alors, du côté américain,
pourquoi finalement Anthony Blinken, qui est un homme modéré, et qui nous connaît parfaitement, qui a vécu en France, qui connaît très bien la politique européenne, nos faiblesses, nos forces, pourquoi il a haussé le ton? Eh bien, il ne faut pas l'oublier, on est en période pas électorale, mais de pré-électorale. Joe Biden, malgré son âge, a dit qu'il allait se représenter. Et là, vous savez, les États-Unis, il y a toute une ambiance interne en disant « vous êtes trop faible vis-à-vis de la Chine, il faut y aller, il faut leur rentrer dedans ». Donc, manifestement, il y a ça. La deuxième attitude, on se souvient de ce qui s'est passé avant le 24 février. Et les Européens ne croyaient pas que la Russie allait attaquer. Ils trouvaient ça complètement idiot, irrationnel. Or, elle l'a fait. Les seuls qui ont dit que la Russie allait engager la guerre, c'est la CIA, c'est les Américains, et ainsi de suite. Et les Anglais. Et donc là, ils jouent le même jeu en disant, écoutez, n'armez pas la Russie, autrement, vous allez envenimer nos rapports, qui sont ce qu'ils sont. Le ballon, bon, ça existe. Alors finalement, j'ai procédé à quelques recherches. Pour l'instant, on ne sait pas très bien. Anthony Blinken a menacé la Chine en disant « ne livrez pas des armes ». D'après ce qu'on peut connaître, on verra dans les jours, parce que finalement, ça ne va pas s'éteindre comme ça. La Chine, elle a prévu de livrer quoi? Des microprocesseurs. Peut-être que vous aurez une question technique, je m'arrête là-dessus. Des drones commerciaux. Et on sait très bien qu'un drone commercial, c'est pas uniquement pour amener la poste en Sibérie. il pourra surveiller un petit peu les frontières, ainsi de suite. Des gilets pare-balles. Alors, est-ce que c'est des armes de guerre ou pas? Souvenons-nous, l'Allemagne, au début, elle était prête à livrer des gilets pare-balles et puis des casques. Et on leur a dit, non, non, il faut faire plus. Des casques. Voilà où on en est, donc. Bon, je m'arrête là, parce que certainement, vous aurez des questions. Oui, les autres vraies voix ont des questions à vous poser. Priscilla Ludowski. Oui. Allez-y. Moi, c'est plutôt la question de base qui est de dire est-ce qu'on a peur de l'escalade, enfin, moi, j'ai pas l'impression que la Chine fasse plus que ce type de livraison-là, parce qu'ils sont sur un jeu d'équilibriste entre les trois grosses puissances, et c'est délicat d'un point de vue commercial. Même si les États-Unis demandent à l'Europe d'être moins dépendant de la Chine et de se détacher progressivement de la Chine, ils sont tous, pour moi, dans un jeu d'équilibriste qui est compliqué, quoi. En clair, est-ce que la Chine peut menacer et reculer? Elle peut le faire de manière subtile, je pense. Eugène Berg. Est-ce que la Chine peut menacer et reculer? Bon, oui, elle est assez subtile, parce que finalement, elle menace pas tellement. Elle prévient. Vous savez, c'est un jeu aussi c'est un jeu de bambou, quoi. Chacun menace, pas trop. Mais le gros des problèmes, c'est le microprocesseur. Si vous voulez que je vous en dise un mot, j'avais fait un topo dans HEC là-dessus. Bon, les microprocesseurs, qui est-ce qui a le monopole des microprocesseurs de haute pointure, c'est-à-dire moins de 3 nanomètres, c'est 1 milliardième de mètre, vous vous rendez compte? C'est Taïwan, 90%. Et l'enjeu est là. La Chine aurait 10 ans de retard. Elle importe plus de microprocesseurs que de pétrole, 350 milliards de dollars, vous vous rendez compte? Et donc les États-Unis, ça a commencé avec Donald Trump, ils veulent assécher la livraison des microprocesseurs. Alors, de très haute qualité. Alors, sans être ingénieur, on sait très bien que pour une machine à laver, pour une voiture, les microprocesseurs, c'est 20. Par contre, pour nos portables, pour nos intelligences artificielles, c'est très court. Donc, la bataille, et là, les États-Unis ont des moyens de rétorsion. Ils ont déjà employé ces moyens de rétorsion. Attention, si vous livrez des armes, même modiques, à la Russie, on coupera le robinet, on l'a déjà coupé entièrement, et on demandera à nos alliés de ne plus vous livrer aucun matériel vous permettant de combler le gap des microprocesseurs. Ça, c'est très important. C'est là que derrière cette guerre qui est horrible, qui est sanglante, il y a cette bataille, et vous savez que les guerres du futur, on le voit à l'Ukraine, et regardez les satellites, c'est l'intelligence artificielle, c'est toute la communication, c'est toute cette combinaison. Et donc les États-Unis aident Taïwan à affronter la Chine sur ce terrain. Et donc, il faut être très prudent que la Chine ne rentre pas dans de lui empêcher de combler le gap et de rattraper son retard, parce que s'il y a une déflagration à Taïwan, certains disent dans 2-3 ans, ça sera en grande partie
dans les drones, les armes intelligentes, le cyberespace et ainsi de suite. C'est ça. Philippe Coy. Juste une réaction de citoyen, monsieur l'ambassadeur, c'est qu'aujourd'hui, oui, la Chine joue un jeu, j'ai bien aimé votre expression de bambou, hein, ça plie, mais ça ne rompt pas. Je pense que à la base, la Chine avait certainement plus d'acquaintance, excusez-moi de le dire ainsi, avec la Russie, pensant que ce conflit, il y a un an, allait être court. D'ailleurs, je pense que Poutine, lui-même, a dû penser que ça allait être court et que les informations qui étaient en sa possession à l'époque allaient le donner vainqueur de ce combat-là rapidement. Donc la Chine, aujourd'hui, doit être hésitante parce que, malgré tout, le conflit dure et que la Chine a aussi besoin de son économie et que l'Occident a quand même une richesse à offrir à la Chine. Alors il y a peut-être des enjeux divers et variés, mais l'économie, c'est le nerf de la guerre, tout comme l'information. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ils font juste des gros bras? C'est une question que je peux vous poser, monsieur l'ambassadeur, en disant, attention, nous, on peut être l'arbitre dans tout cela, mais on veut se fâcher avec personne non plus. Donc c'est à prendre avec précaution. En tous les cas, ça reste et ça demeure inquiétant. Eugène Berg court parce qu'on part après au 0826 300 300. Oui, non, vous avez raison. La Chine, il faut qu'elle montre qu'elle n'est pas faible. Enfin, surtout Xi Jinping, qui dit qu'il est le meilleur que Mao, et ainsi de suite. Et il dit, avant de mourir ou avant de laisser, il veut récupérer Taïwan. Mais il sait très bien que son intérêt économique, rien qu'avec les États-Unis, je ne veux pas être trop docte, il y a 2 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays. Et ces 2 milliards, personne ne va les remplacer. Alors la Chine, effectivement, veut montrer qu'elle est solidaire avec la Russie, mais elle profite de la situation. N'oubliez pas qu'elle achète du pétrole 30-40% moins cher que l'Inde. Donc elle achète du pétrole à tout le monde, à l'Arabie Saoudite, à la Russie. Et une Russie affaiblie, finalement, ça lui permettra de vendre ses produits, d'acheter moins cher, tout en disant, oui, on est avec vous, on ne vous abandonne pas. Donc ils jouent sur beaucoup de tableaux, les Chinois. Mais ils sont très habiles. Hein. Leur politique a toujours été comme ça, hein, de jouer. Alors maintenant, ils haussent le ton parce qu'on les attend, quoi. Et si les États-Unis leur bloquent finalement leurs prétentions, ils haussent le ton. Alors jusqu'où ça ira, on verra. Dans les jours. Ça peut retomber, vous savez. Vous restez avec nous et on part au 0826 300 300 avec Eric. On a perdu Eric, on a perdu. Est-ce que où en est-on de ce plan de paix du président chinois où on faisait des grandes déclarations au mois de décembre? Excusez-moi. Eugène Berg, oui. Oui, pardon. Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur. Oui, c'est pour vous. Non, Eugène Berg, pardon, ambassadeur. La première remarque, il faut l'avoir en tête, c'est comme la première fois que la Chine intervient dans les affaires européennes. Donc ça montre que la Chine est devenue un acteur global. Vous savez, la Chine, on disait, je m'occupe de l'Asie-Pacifique, c'est mon domaine. Et donc elle a une prétention à disputer ce rôle d'acteur global aux États-Unis. Et si on lui laisse, soyons neutres, je suis très neutre là-dessus, si on lui ouvre la porte, comme même la France le fait, c'est lui ouvrir un petit tapis, attention. Donc là aussi, alors déjà, elle achète des ports au Portugal, et ainsi de suite. Donc non seulement on lui a ouvert beaucoup de pays, la Hongrie, d'autres, on lui ouvre toutes les routes de la soie, mais on lui donne un rôle diplomatique important. Et si on lui donne, elle ne le lâchera pas. Bon, pour l'instant, son plan de paix, à ma connaissance, il n'est pas très important. Il colle un peu la Russie. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas des propositions révolutionnaires. On l'aurait su, vous savez. On n'arrêtera pas cette guerre, malheureusement, par un plan de paix. Vous voyez, pas aussi. Il faut, malheureusement, les armes ne se taisent pas. Alors, vous avez parlé de Troisième Guerre mondiale. Moi, j'emploie l'expression qui m'est un peu personnelle. On a une Troisième Guerre, non pas par morceaux, mais en miettes. On a des miettes de Troisième Guerre. On a la guerre là, on a Taïwan qui se prépare, on a l'Iran, on a d'autres conflits, vous voyez. Par exemple, le Sahel, c'est quoi? C'est comme un conflit Russie contre la France, l'Occident et l'Europe. C'est une forme de guerre larvée aussi. Vous restez une guerre pour les ressources. Restez avec nous, 0826 300 300. Eric qui voudrait réagir. Rebonsoir Eric. Rebonsoir Eric. Rebonsoir. Par rapport à la Chine, il parlait du bambou, et moi je dirais que si les Occidentaux jouent au jeu d'échecs en géopolitique, dans la diplomatie, les Chinois jouent au jeu de Go. Et le jeu de Go consiste à entourer l'adversaire
pour qu'ils soient totalement bloqués et qu'ils ne puissent plus rien faire. Et c'est à ce moment-là qu'ils gagnent. Toutes les actions de la Chine, petit à petit, comme disait, ils rachètent des ports, ils rachètent des portions entières de territoire, et leur objectif... c'est de nous asphyxier, en fait, c'est ça que vous voulez dire. C'est petit à petit, ils asphyxient. Ils achètent de la dette des États-Unis, et donc, petit à petit, ils rachètent... J'avais entendu une citation, je ne saurais plus vous dire qui, lorsque la Chine, ce ne sera pas par la guerre, elle rachètera tout. Et c'est comme ça qu'elle fera plier les gens. Ce ne sera pas en bombardant. Et elle n'a pas de visée expansionniste. C'est-à-dire uniquement par rapport à sa population, c'est en ça où elle est expansionniste, notamment Taïwan, qu'elle considère comme faisant partie de la Chine. Et évidemment, son rapprochement avec la Russie n'est pas non plus. Il ne faut pas non plus, oublier qu'il y a toute une partie de la Chine qui est peuplée de populations chinoises, d'origine chinoise. Et là, c'est là aussi où Poutine est un peu embêté, c'est que il y a une proportion importante de cette partie du territoire de Russie qui est donc peuplée de populations chinoises. C'est pas les Chinois au sens chinois, c'est pas les Han. Au niveau ethnie, c'est. Ils ont des origines parce qu'il y a plusieurs. Il y a des Tchouktches, etc. dans l'extrême-orient russe. Ils ont une souche chinoise. Et je pense aussi que la Chine quelque part voudrait récupérer cette partie du territoire, et avec évidemment la Mongolie, puisque historiquement l'empire de Chine, qui est passé par plusieurs dynasties différentes, mais a possédé la Mongolie à un moment. Et donc tout ça, ils avancent ils entourent petit à petit leur pion, rendent la Russie dépendante, de plus en plus dépendante, et pour au final avaler, non pas envahir, mais avaler. Concrètement. C'est ça. Petite réponse. Eugène Berg, très court. On aura les 40 secondes. 40 secondes. Non, il ne faut pas surestimer les forces de la Chine. Elle a perdu près de 900 000 habitants. Elle devient âgée. Vous savez, le niveau de vie de la Chine, c'est à peu près 10 à 12 000 $ par rapport à 70 000. Donc, elle devient, excusez-moi, tout le monde n'est pas très jeune, elle devient vieille, grise avant d'être riche. Ça, c'est important. D'autre part, il bloque le secteur privé. Regardez JAMA, beaucoup d'entreprises chinoises qui étaient listées à New York sont délistées. Donc, il ne faut pas voir la Chine comme gagnante à tous les coups. Donc, elle a ses faiblesses. Alors, vis-à-vis de la Russie, j'ai fait le transsibérien, j'étais conférencier là-bas, je vois. Finalement, elle ne veut pas récupérer ce 1,5 million kilomètres carrés que lui ont pris l'empire des Tsars. Elle veut simplement le dominer économiquement. La Sibérie, c'est 12 millions de kilomètres carrés, 40 millions d'habitants. Et de l'autre côté, vous avez 400 millions de Chinois. Donc, ils piquent déjà du bois. Ils vendent. Et hier, je regardais la télévision russe. On fait 30 ans de Gazprom. Gazprom dit on ne vend plus à l'Europe. Et maintenant, on ouvre un deuxième, la force de Sibérie. On ouvre un gazoduc pour la Chine, vous voyez. Merci beaucoup, le temps nous manque. Merci Eugène Berg, ancien ambassadeur, essayiste et enseignant spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, auteur de l'Ukraine, février 2023 aux éditions Hémisphère Maisonneuve-Larousse, et La Russie pour les nuls aux éditions First. Merci de nous avoir éclairés. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le quiz de l'actu. Attention, oui, mais gentiment, en trichant, mais gentiment. On ne triche pas, nous. On ne gagne rien, je vous le dis tout net. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. L'équipe du jour, ils sont pas sur le banc, ils sont sur le terrain. Philippe Bilger est avec nous. Sur le terrain. Bien sur le terrain. Et ça court, ça y va, ça cavale aujourd'hui. Je vais essayer de marquer le coup franc la dernière minute. Vous seriez le Messi de l'émission. Oui. Vous le dites enfin. Avec un E à la fin. Oui, ce que j'allais dire. Il y a du Dieu là-dedans. Priscilla Lidowski qui est avec nous. Ça va, Priscilla? Oui, ça va très bien, merci. Dans cette bande de garçons, c'est bien d'avoir des filles. Comment vous faites tous les jours? Je sais pas. C'est parce que la présence des garçons a beaucoup amélioré les femmes. Ah oui, j'étais pas au courant. Première nouvelle. Et Philippe Coy. Pourquoi je vous appelle Patrick aujourd'hui? Patrick Roger, c'est le patron. Non, mais parce qu'il y a trop de Philippe. Il y a que des Philippe là. Philippe Coy est avec nous et Philippe David, bien entendu. Vous êtes là, Philippe? Et vous, Philippine? Oui. Deuxième prénom, ça y est. Philippine, j'aime bien. C'est joli, Philippine. Voilà, c'est très joli. Philippine de Beauharnais. J'aimerais bien m'appeler Philippine de Beauharnais. Je sais pas pourquoi. C'est beau
Ça rappelle Joséphine, c'est beau. Ouais, c'est très joli. Eric est avec nous, notre vraie voix auditeur. Eric, vous êtes là ? Oui, tout à fait. Cher Eric, vous jouez contre qui ? Contre Priscilla Ludowski. Aïe, aïe, je suis mal barré. De toute façon, je suis nul alors. Heureusement qu'il n'y a rien à gagner ou à perdre. Non, bah si, il a votre place. Alors, bien, c'est un siège éjectable. Et si vous perdez, vous traversez le plafond. Là, je regarde jamais la télé. Non, c'est bon. C'est pas la télé. Mais comment voulez-vous que des gens comme moi vivent si vous regardez pas la télé? C'est pour ça que vous êtes saine d'esprit. Alors Philippe, on est pour Eric, comme il ne connaît donc pas. Les deux Philippe sont pour l'auditeur. Ah d'accord, contre on a changé depuis la dernière fois. Ah, oui, absolument. absolument. Allez, question russe, allez-y Philippe. Question Russie. Pour la première fois depuis le début de la guerre, quelle personnalité politique a accusé la Russie d'avoir commis des crimes contre l'humanité en Ukraine? What? Mais j'en sais rien. Oh la vache. C'est Ursula Harris. Non, Kamala Harris. Bonne réponse. Kamala Harris, c'est Eric qui a répondu. Bonne réponse. Alors Ursula, c'est von der Leyen. C'est à Bruxelles. On va à Washington. On va avoir une chance grâce à Eric. Il n'a pas besoin de compter sur vous. 2-0. Absolument. Attention, c'est une question Kikadi. La question Kikadi qui tue. Presque un an après l'invasion russe en Ukraine, Kikadi écrasait la Russie. Cela n'a pas été une position de la France. Macron. Bonne réponse de Philippe. Le président de la République. Ah oui, bien sûr. 4-0. Ça va, Priscilla? Ça va. Au taquet. Je vis bien ma défaite. Vous aimez le Kikadi? La question Kikadi. Nouvelle question Kikadi. Mais non, le Kikadi, c'est notre nom. Au lieu de dire qui a dit, on dit Kikadi. Oui, j'ai bien compris. Mais j'aurais pas la réponse. Jamais. Mais c'est de la politique. Kikadi. En ce qui concerne LFI à l'Assemblée nationale, Kikadi, LFI fait beaucoup de bruit, mais n'est jamais là au moment du vote. On vous aide. Il est vice-président de l'Assemblée nationale. L'un des vice-présidents. Totalement oublié. Pradier, non? Non, il n'est pas vice-président. Non, il n'est pas vice-président. Il est vice-président des... Oh là là, mon Dieu. Oui. Chenu. Bonne réponse de Philippe Bilger. Comme je parlais des dinosaures, Chenu. C'est logique. Sébastien Chenu. Il est Chenu. Voilà. 6-0, ça c'est un score de tennis. C'est une question policière. C'est une humiliation. Vous n'êtes pas lâché, vous êtes humilié, Priscilla. En Picardie, qu'a jeté un conducteur éméché dans la voiture des policiers qui le contrôlaient? Qu'est-ce qu'il a pu jeter? Une bouteille. Non, ne dites pas son slip parce que c'est pas ça. Son caleçon alors. Oh là. Une contravention. Non, c'est propositions. un animal un peu particulier. Oui. Son serpent. Oui, bonne réponse. Philippe Coy, un serpent, effectivement, il a jeté un serpent. Alors c'était un serpent déblé totalement inoffensif, mais il a jeté dans la voiture de police, les policiers ont eu peur, sont sortis. Je comprends. Notre trio est en état. Et donc c'est une victoire écrasante, bravo Eric. En fait, Priscilla avait réglé le problème, c'est une bonne chose de dire tout de suite qu'on va perdre. Quand on le sait. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. La prochaine fois, je viendrai préparer. Voilà. Le journal dans quelques instants, on fait un point sur la météo et on revient pour le coup de gueule de Philippe David. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux, tout ce qui buzz un petit peu sur les réseaux sociaux, et puis on aura le tour de table des vraies voix, ce sera leur actualité et vous pourrez la commenter au 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent? Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie de parler? Vous savez que l'antenne vous est ouverte, 0826 300 300, c'est votre émission, c'est pour vous qu'on l'a fait au quotidien, que Philippe Bilger se décarcasse pour trouver des arguments, pour lire la presse, pour pouvoir en parler. Ça fait jamais que 60 ans que je la lis, donc les vraies voix arrivent merveilleusement bien dans ma vie intellectuelle, si j'ose dire. Ouais. On a vu que Priscilla Ludowski ne lisait pas la presse quand on a vu le quiz de lecture. On s'en est rendu compte, là c'est clair. C'est ce qu'on appelle une pelle. Mais une pelle, la prochaine fois, voilà. Et Philippe Coy est avec nous, notre patron des buralistes, qui lit bien sûr la presse locale, puisque 26 000 buralistes en France. 23 500, et on vend pratiquement tous la presse locale et nationale. 23 500, mais bientôt 26 000. Voilà, ne me faites pas mentir. Jamais. Et on les salue d'ailleurs. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio.
Un coup de gueule contre l'instrumentalisation du racisme. Yael Braun-Pivet, après 13 heures de présence dans l'hémicycle, elle était un peu fatiguée, on peut le comprendre, surtout après les débats houleux qui avaient eu lieu, a donné la parole à la députée LFI Rachel Keke, alors que c'était une autre députée, Nadège Amomangoli, qui était au micro avec Rachel Keke assise juste à côté d'elle. Une histoire qui aurait dû être juste une erreur de patronyme, comme on en fait tous de temps en temps, mais l'affaire a été montée en épingle et la présidente de l'Assemblée nationale a été accusée de racisme. Nadège Amomangoli disant à la présidente que tous les Noirs ne se ressemblent pas. Alors personnellement, je trouve scandaleux qu'on instrumentalise le racisme à ce point. On peut tous faire une erreur de patronyme, on s'est tous déjà trompés avec 2 personnes blanches, avec 2 personnes noires ou avec 2 personnes jaunes, et pour être allé beaucoup de fois dans mon ancienne vie professionnelle en Asie, beaucoup de fois, nos hôtes asiatiques nous confondaient, nous les blancs, et aucun n'aurait eu une suspicion de racisme avec ça. Alors, vraiment, le racisme, il faut en parler quand c'est le cas. Et pour conclure, je citerai 2 proverbes. Un proverbe latin, l'erreur est humaine, mais la persévérance est diabolique. Et un proverbe français, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Ben voilà, c'est réglé. Ça c'est dit, ça c'est fait. C'est parfait. Regardez le nombre de fois où je vous appelle Philippe Bilger ou Philippe David et vice-versa. Et pour Philippe Bilger, c'est flatteur. Quand vous m'appelez Philippe David, là évidemment, je me sens honoré. Oui. Après, ça dépend du contexte. Voilà. Soit tu te trompes de nom, soit il y a un sujet derrière, il y a un contexte. Dans le micro, c'est mieux. Je dis ça parce que moi, j'ai eu ça sur mon lieu professionnel il y a longtemps, où je bossais avec des personnes pendant peut-être 3 ans au moment de la situation, d'une collègue à moi qui bossait juste à côté de moi tous les jours et qui systématiquement m'appelait par le nom d'une collègue à moi qui est aussi noire, mais on s'en foutait à ce moment-là. C'est juste qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 3 ans. J'ai quand même là, tu c'est beaucoup. Donc en fait, je connais pas le contexte de l'Assemblée. Mais si c'est une fois, on peut se poser la question et on a le bénéfice du doute. Mais quand c'est quelqu'un qui c'est récurrent, qui fait pas d'efforts, qui voit même, là on peut se poser des questions. Une erreur après 13 heures de présence dans l'hémicycle. Mais c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de je m'en foutisme en fait. C'est une question de manque de considération. La personne fait pas d'efforts, elle fait pas d'efforts et manque de la concentration. Aux origines, on se trompe, peu importe. Enfin voilà, il n'y a pas. Je pense que c'est une histoire de cumul. Un peu comme si on prend pas le sujet du racisme, admettons. Je vois pas forcément le sujet du racisme derrière une erreur d'appellation, de prénom. Voilà. Mais si on prend un autre sujet et que constamment, c'est exagéré constamment, mais si à plusieurs reprises vous êtes face à des situations soit discriminantes pour n'importe quelle raison. Mais c'est un manque de considération, c'est tout. En fait, quand c'est cumulé, mais ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est difficile de discerner quelquefois sur une situation. Mais là, c'est si c'est du racisme, si c'est de la discrimination, si c'est du je m'en foutisme, si c'est du désintérêt. Une fois, elle s'est excusée immédiatement, surtout que les 2 étaient l'une à côté de l'autre. Après, c'est de la politique. Je veux dire, après, quel que soit le truc, que ce soit avéré, pas avéré, que ce soit fondé, pas fondé, tout de suite, ça se retrouve sur les réseaux, tout de suite, c'est exacerbé, tout de suite, c'est amplifié. Enfin voilà, il y a tout un contexte autour de tout ça. Non, mais pour revenir sur le coup de gueule de Philippe David, je suis d'accord. Est-ce que j'aime pas l'expression, mais entre 2 Européens, ça aurait fait le même tapage. Je crois pas. Non, non. Là où, et je trouve que c'est malsain d'instrumentaliser ces situations-là. Voilà, je suis profondément attaché à la diversité. Je milite beaucoup justement en Afrique, dans le monde associatif. Et arrêtons de stigmatiser ou de se sentir stigmatisé à chaque fois qu'il peut y avoir une erreur. Mais regardez, moi ça m'arrive. On me confond tout le temps avec Cindy Crawford. Je dis rien, je fais pas chier les gens. Surtout de la part. Je croyais avec Pamela Anderson. Surtout en plus. De la part de quelqu'un dont on sait évidemment qu'elle n'est pas raciste. Absolument. C'est pas la même chose si un Bigard ou quelqu'un d'autre traitait comme ça, faisait. Et puis il y a le Braun-Pivet, on peut discuter l'avocate, mais elle est tout sauf raciste. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup Philippe David. Allez, le top clic. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu toujours. En Turquie, après le séisme, une vidéo émeut le pays endeuillé. Oui, l'image d'un adolescent qui se croyait condamné au moment du séisme. Finalement, il a pu être secouru dans les débris, mais dans les minutes qui ont suivi le tremblement de terre, il avait filmé une sorte de message d'adieu, de supplication coincé dans les gravats. Ça secoue encore ici. Ce ne sont pas mes mains qui tremblent, c'est le tremblement de terre. Je ne peux pas sortir d'ici par moi-même.
la mort arrive quand on s'y attend le moins. Il y a beaucoup de choses que je regrette, que Dieu me pardonne mes péchés. Il y a tant de choses que je veux faire si je m'en sors. Bon, finalement, Ta, 17 ans, a été tiré des décombres 2 heures après cette vidéo. Il a pu apprendre d'ailleurs à cette occasion que ses parents avaient également la vie sauve, mais cette vidéo forcément sème le trouble et l'émotion dans un pays meurtri. Le bilan s'élève désormais à 41 000 morts en Turquie. Comme quoi, le téléphone, ça peut servir. Absolument. À bon escient. Cécile, en Ukraine, la petite fille de 6 ans qui est morte de peur. Ouais. Juste si on peut faire un petit trait d'humour sur l'intervention de Félix. Il dit dans son message qu'on me pardonne tout ce que j'ai péché. Heureusement qu'il les a pas avoués. Parce que finalement, il sort vivant. Et il a bien fait de les garder que pour lui. Mais j'ai avoué ta moitié pardonné. Oui, mais là il a rien dit, donc tout est pardonné. Et il est sauvé. Beaucoup plus léger, ne dites plus qu'Augustus Gloop est gros. Les livres de l'auteur jeunesse Roald Dahl ont été réécrits. Mais oui, réécriture pour expurger des livres les termes jugés offensants dans ces classiques britanniques de la littérature jeunesse. Parmi les mots supprimés, eh bien oui, il y a le mot gros. Il faut croire qu'Augustus Gloop, ce personnage de Charlie et la chocolaterie, avait finalement le même complexe que notre Obélix. Qui est gros? Je ne suis pas gros. Vous avez compris? Je suis un peu enveloppé, mais je ne suis pas gros. Je ne suis pas gros. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je ne suis pas gros. Et le problème, c'est qu'Augustus Gloop, dans Charlie et la chocolaterie, était qualifié de ce terme qui n'est plus considéré comme suffisamment respectueux. Augustus Gloop, le poivre gros plein de soupe. Augustus Gloop, dans le livre, n'est donc plus gros. Il est désormais énorme dans les nouvelles éditions. Ça se veut moins grossophobe, même si on pourrait juger ça énormophobe après tout. Des modifications apportées dans la version anglaise de l'éditeur Puffin, modifications repérées par le Daily Telegraph. Dans un autre livre de Roald Dahl, par exemple, Les Deux Gredins, une femme décrite comme laide et bestiale n'est plus que bête désormais dans les nouvelles éditions. La version littéraire, finalement, on avait dit pas le physique. Voilà, non, donc elle est bête désormais. On a aussi les hommes nuages, terme trop genré peut-être, qui deviennent le peuple nuage, une réécriture opérée par un collectif dédié à l'inclusion, mais ça fait grincer des dents outre-Manche. On a par exemple l'écrivain Salman Rushdie qui voit une censure absurde, il l'a écrit sur Twitter. En tout cas, l'éditeur, par souci de transparence, a quand même ajouté un message au livre en guise d'avertissement et de justification. Les mots merveilleux de Roald Dahl peuvent vous transporter dans des mondes différents, vous présenter les personnages les plus merveilleux. Ce livre a été écrit il y a de nombreuses années et nous révisons donc régulièrement le langage pour nous assurer qu'il peut continuer à être apprécié par tous aujourd'hui. Oh, ils auraient pu dire rond, ça veut rien. Enfin, voilà, les hommes nuages, c'est dingue, remplacés par le peuple nuage. Mais écoutez, moi je suis très agacé. Moi aussi je suis agacé. On n'a pas le temps d'en parler, mais je suis agacé. C'est comme si on remplaçait le nom de Philippe Coy par le vôtre. C'est fou. Ah, si, je me demande si ce serait pas mieux. Allez, restez avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vrais bois. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. S'il y a un rendez-vous à ne pas manquer, il y a celui du médecin et il y a les vraies voix. Absolument. Mais le plus important, c'est les vraies voix. Oui, parce que nous, ça soigne par le rire. Exactement, par la joie, le rire, la fraternité, l'intelligence. Non, pas l'intelligence. Ça dépend pour qui. Oui. Je parlais de moi. Non, de nous. Et bienvenue en tout cas dans les vraies voix avec nous, Philippe Bilger. Vous le connaissez parfaitement bien. Priscilla Ludowski, présidente de la Ligue citoyenne. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, il faut qu'on le redise aussi, on en parlera. Et Philippe Coy, le patron des buralistes de France, 23 000, combien 500. 23 500. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu et des vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Avec un hommage. Avec un hommage, Philippe Bilger, un grand ténor du barreau qui nous a quittés hier. J'ai hésité, Cécile Philippe, ce matin, parce qu'il y avait de nouveau, vous parliez des polémiques absurdes. Oui. Vincent Cassel qui a dit une évidence. Si les hommes se féminisent, ça risque un jour de poser un problème. Il a totalement raison de mon point de vue. Mais je veux surtout parler de Pierre Haïk, dont j'ai appris la mort hier. C'est le mari d'une très grande avocate, Jacqueline Lafont. Et Pierre Haïk, je vais le dire avec délicatesse,
depuis quelques années, était dans un silence où il avait beaucoup de ses facultés magnifiques étaient amoindries. Sa femme s'occupait de lui avec un amour infini, une vigilance, un soutien. Et c'est quelqu'un que j'aimais énormément comme avocat parce qu'il avait un style très particulier, une éloquence serrée, structurée, cumulative, avec un enthousiasme et une argumentation hors de pair. Et il venait d'un métier formidable avant, psychanalyste. Ça expliquait pourquoi il était totalement dénué de cynisme, qu'il avait la faculté d'écoute, qu'il comprenait, qu'il avait le sens de l'émotion, de l'intelligence. C'est vraiment un homme que j'adorais et un très très grand avocat que la vie dans les dernières années a maintenu. Malheureusement, dans un état qui n'était plus le sien. Difficile de réagir là-dessus, Priscilla Ludowski, mais l'intérêt, les avocats sur la scène théâtrale, puisque c'est ça, c'est très théâtral finalement, être un grand avocat, c'est finalement aller chercher une foule, une salle, et de l'emporter pour son client. Oui, je pense que, moi, je les trouve inaccessibles parfois, ces avocats qui sont. Elle n'a pas le même enthousiasme que moi, Priscilla. Elle m'a cassé mon truc. J'essaie de penser à quand, j'ai beaucoup les histoires de mobilisation en tête et le fait que si on veut être défendu, etc. On voit ces avocats qui sont connus, célèbres pour ce qu'ils ont mené, etc. comme combat, mais souvent très inaccessibles à mesure qu'ils gagnent en notoriété. Mais bon, quand on leur rend hommage, c'est une chose, mais c'est vrai que ce serait bien qu'ils soient plus accessibles aux gens du peuple. Philippe Cogne, un mot ? Oui, en fait, je pense qu'un avocat est un très beau comédien. Il y a le savoir, la maîtrise de l'art, du droit. Il y a surtout la plaidoirie qui emballe, comme vous venez de dire, le tribunal, qui vous fait passer un mensonge pour la plus belle des vérités, avec un enrobage autour. Et c'est vrai, ce sont des hommes que j'adore écouter parce que ils vous font voyager dans leurs histoires, ceux qui sont bons orateurs. Et là, je suis d'accord avec ton intervention, c'est que des fois, la notoriété, mais est-ce que c'est que le problème des avocats? Quand on devient célèbre, on est inaccessible. Je ne crois pas que c'est que celui des avocats, mais en tout cas, c'est un très beau métier. Les plus grands avocats sont sincères. C'est ça, les plus grands. Les moins bons, ils mentent. Il y a aussi quelque part, Émile Gère, aussi quand on est avocat, on est commerçant. Donc à un moment, vous prenez, excusez-moi, c'est ma vision, vous prenez des dossiers vous n'avez pas forcément toute la croyance de voilà. Et ceux que vous venez de dire, c'est-à-dire les grands, ont une conviction dans le dossier et la font vivre et font vibrer le tribunal. Mais de toute façon, il n'y a rien de mieux que la sincérité. C'est-à-dire que quand vous lâchez tout, la sincérité, ça vous emporte. Priscilla Ludowski, l'association du côté des femmes menacées de fermeture. Ça, c'est une actu que vous voulez porter. Oui, parce que c'est une association qui a 2 grandes antennes, en tout cas une très grande à Cergy et une autre à Sarcelles, donc dans le Val d'Oise. Et les salariés, un peu plus de 60 salariés, n'ont pas été payés en janvier. Donc là, la paie est tombée il n'y a pas si longtemps, mais ils avaient été avisés 2 jours avant la date qu'ils ne seraient pas payés. Et donc, d'ailleurs, le trésorier a effectivement confirmé qu'il y avait des soucis de gestion, etc. Et en fait, il y a un problème de gestion générale. Moi, ce qui m'interpelle dans cette histoire, ils avaient manifesté, les employés en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Mais ce qui m'interpelle, c'est que la directrice générale, qui est partie en rupture conventionnelle en début d'année, a reçu un chèque. Certainement, mais a reçu surtout une promotion, une décoration. Je cherchais le terme. D'accord. Donc chevalière de la Légion d'honneur. Et puis l'ancien président, lui, a été nommé à HCE. Donc le Haut Conseil pour l'égalité femmes-hommes. Et en fait, des personnes qui ont mené à la faillite, limite une association très mal gérée, qui fait que les employés ne seraient pas payés et qui est menacée peut-être de fermeture parce que le procès arrive le 21 mars, ça fait un peu beaucoup. Ça fait tâche. Oui, c'est un petit loup. C'est quand même le manque de moyens. Là, on a quand même plus de 200 personnes 200 appartements pour ces femmes qui sont aidées par cette association, qui sont menacées. Pour un problème de mauvaise gestion. Exactement. Ce qui est juste assez scandaleux. Et comme toujours en France, des gens qui ont échoué sont promus. Exactement. Ah bon, on a des noms, on a une liste énorme. Au hasard, Castaner.
Voilà. Je vois que... c'est pas les informations. Non, et Priscilla, elle veut nous engager sur un terrain ancien et brûlant. Elle nous a fait son balance ton port de Marseille. Bon, dites donc, les enfants. Mais ça va toucher, parce que sinon ça aurait été la sardine. Janvier, je crois. Ton port PORT, évidemment, vous aviez compris. Bien entendu. Philippe Coy, après la liquidation de San Marina, de nombreuses autres entreprises sont mises en redressement. Philippe ? Oui, un petit sujet d'inquiétude. Non, j'étais avec vous. Je révisais mes notes parce que vous m'avez donné les devoirs. Et donc, mon sujet aujourd'hui, c'est de rebondir sur l'intervention du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ce matin sur un média, qui a exhorté les Français à ne pas avoir peur du futur. Je crois que c'est un bon message parce que la peur n'évite pas le danger et fait une contraction de la consommation. On nous annonce mars rouge parce que les prix devraient flamber. Et vous y croyez, vous ? Je n'y crois pas, j'ose pas y croire parce que il y a beaucoup de choses de fait, mais derrière cela, il y a des entreprises qui souffrent. Il y a des consommateurs, des citoyens qui souffrent, et c'est là où je veux en venir dans mon propos, de voir toutes ces entreprises de renom, des entreprises qu'on pensait des franchises intouchables. Je dis ça, moi, à la tête des 23 500 buralistes indépendants de France, partout sur le territoire. On souffre depuis des années, mais ces grandes marques, ces grandes enseignes, on les pensait vraiment invincibles. On a vu qu'après la crise du Covid et le changement de comportement de la société, il y a des risques. Il y a des risques. Aujourd'hui, c'est le tribunal de commerce de Marseille qui vient de prononcer la fermeture du groupe San Marina, 660 emplois. Ouais, c'est énorme. Derrière, c'est d'autres grandes marques. Il y a eu Okaidi, il y a eu Camailleux il n'y a pas très longtemps. Alors deux sujets derrière d'inquiétude. Et d'autres qui sont fragiles aujourd'hui. Ça prouve le modèle qui change et que si on ne se transforme pas, si on ne s'adapte pas, même quand on est grand, on n'est pas tout puissant, on peut être fragile. Et que derrière cela, il y a des hommes, des femmes, des emplois, un modèle économique, un modèle social qu'il faut vite soigner parce que sinon on ne s'arrêtera pas à ces fermetures-là. Il y a de l'agilité dans le commerce, il y a de la nécessité aussi au bien vivre ensemble quand le commerce se porte bien, c'est ce que je voulais dire. Et derrière une fermeture, il y a un local vide. Et après, on dira, nos centres-villes se paupérisent et on parlera de vacances commerciales. Donc c'est un drame social, économique. Et voilà ce que je voulais dire avec vous ce soir. Eh ben, c'est bien, en tout cas, merci de nous en avoir parlé, parce que c'est vrai que c'est un sujet, on en parle beaucoup de ces entreprises avec Philippe David. D'ailleurs, tous les mercredis soirs, voilà, les entreprises responsables. Et nous, on met en valeur justement ces entreprises au quotidien. Vous restez avec nous, en tout cas, dans un instant, on va revenir sur cette information que le quotidien britannique The Time, pour ne pas le citer, dit que Marine Le Pen s'impose comme l'adversaire populiste face à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et voit sa cote de popularité augmenter depuis le printemps dernier. Et peut-être serait-elle, selon eux, candidate et victorieuse de la prochaine présidentielle. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous trouvez que c'est complètement ubuesque ou que le Times peut avoir raison ? 0826 300 300 vous attend au standard. À tout de suite. Bienvenue sur Sud Radio, merci de nous accueillir chez vous, à la maison, en voiture, au bureau, dans la rue, si vous marchez. Si vous trouvez un supermarché et que vous voyez des gâteaux, vous les achetez, vous les envoyez, puisque ici ça mange pas mal. Vous avez alors, oui, mais il faut donner des pailles d'or, il nous faut des palmitos, parce qu'il y a des rupture. Et des figolus, voilà. Philippe David, ça s'appelle la recherche. Il y a une rupture de palmitos. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Merci de nous faire confiance tous les jours. Philippe Bilger est avec nous, Priscilla Ludowski est avec nous, la présidente de la Ligue citoyenne. Philippe Coy est avec nous, buraliste et président de la Confédération des buralistes. Et vous, au 0826 300 300. Et Aude vous attend, bien entendu, si vous voulez nous appeler. Allez, tout de suite, le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on vous en parlait il y a quelques instants pour le quotidien britannique, The Times. Marine Le Pen s'impose comme l'adversaire populiste face à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, qui voit justement sa cote de popularité augmenter depuis le printemps dernier, Philippe. Oui, la chef de file du RN serait pour les Britanniques, je cite, la championne des classes populaires et des classes moyennes. Alors, est-ce que vous pensez que dans 4 ans, elle peut gagner, ou est-ce que vous pensez qu'une fois de plus, le plafond de verre fera fonction et l'empêchera de gagner, peut-être plus à 42%, mais à 45 ou 46, ou vous pensez qu'elle va gagner? Vous nous appelez, on vous attend au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous pensez ou plutôt oui à 60%, ce qui était déjà pas mal. Et pour en parler, Luc Rouban est avec nous, directeur de recherche au CNRS à Paris, Sciences Po Paris, auteur du livre La vraie victoire du RN, édité aux presses de Sciences Po. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Petit tour de table, Philippe Bilger. Forcément, quand on entend ça, il y a des questions à se poser. Je vous regarde, j'arrive plus à penser.
Mais il va bien falloir. Non, mais d'abord, je pense que la question posée par Sud Radio à la suite de ce journal britannique est totalement pertinente. Marine Le Pen a été 2 fois au second tour, qualifiée. Première fois, ça a été une catastrophe intellectuelle et médiatique. La deuxième fois, ça a été meilleur de mon point de vue. Mais d'autre part, et je vais très vite là-dessus, je considère que techniquement, elle a fait de très grands progrès. D'autre part, son parti à l'Assemblée nationale, par rapport notamment à LFI, a un comportement irréprochable formellement. Et donc, il n'est pas du tout absurde de penser qu'elle peut être à nouveau au second tour et même gagner. Moi, je ne le crois pas, mais avec une intuition dont je ne méconnais pas les limites. Je pense que quelqu'un qui s'appelle Le Pen, même avec les données positives que je viens d'évoquer, aura toujours beaucoup de mal en France à franchir ce plafond de verre. Et donc, je pense que au dernier moment, il y aura encore une certaine résistance de l'électorat majoritaire à aller vers elle. Priscilla Ludowski. Alors, est-ce qu'elle peut? Certainement. Est-ce qu'elle va? J'espère que non. Ah bah, oui. Voilà, c'est ma réponse. Après, mais je pense qu'effectivement, depuis le dernier quinquennat, enfin celui d'avant, Macron, le parti s'est refait une beauté à tout point de vue, d'un point de vue communication. Voilà, ils ont fait un peu le ménage dans leur rang, etc. Et du coup, ça leur a permis de passer un peu plus inaperçus. Ils sont très discrets. Low profile, oui. Et même à l'Assemblée, mais même ces 5 dernières années. Et je pense qu'ils peuvent y arriver, mais j'espère qu'ils ne vont pas y arriver. Philippe Coy. Je rejoins un peu les 2 commentaires qui viennent d'être faits. D'abord, la bonne question est posée par Sud Radio, comme vous avez dit, Philippe Bilger, comme d'habitude. Mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais sur le fond du sujet, bien évidemment, ça fait 2 fois que cette candidate arrive en finale. On voit aussi... On parle de la présidentielle, mais on voit aussi des progressions aux législatives. C'est 88 députés. Ou 80, voilà. Oui, parce qu'il y en a un qui a été battu aux législatives. Voilà. Donc c'est quand même aussi un signe. On voit dans toutes les élections une progression. Donc la question est tout à fait légitime. Par contre, l'inconnu demeure. Qui sera candidat en 2027 ? Parce que le Time s'est intéressé aujourd'hui à la personne de Madame Le Pen, mais il y a d'autres jeunes pousses dans ce parti. Il y a un nouveau président. Est-ce qu'il sera, lui, en posture d'être candidat ? Donc il y a, c'est vrai, aujourd'hui peut-être une appétence, comme le dit le Time, mais il faut aussi observer le brouhaha de l'Assemblée nationale, parce que je suis d'accord avec vous, Philippe Bilger, il joue tapis ras, ils sont très discrets, on l'a vu sur les 15 jours de séance à l'Assemblée. Presque trop, par rapport au chahut-bahut et au manque de correction dans cet hémicycle. Donc oui, ils avancent à pas feutrer, un peu comme les Chinois, et ils prennent du terrain. Donc soyons vigilants quand même. Luc Rouban, pour faire la synthèse. Merci beaucoup. Non, moi je pense que beaucoup d'arguments très intéressants ont déjà été développés. Alors c'est vrai que le RN bénéficie d'une dynamique très positive en ce moment. Pourquoi ? Parce que, alors effectivement, on peut regarder déjà la stratégie du parti, qui est effectivement une stratégie de notabilisation, une stratégie d'opposition, je dirais, à la stratégie de la NUPES et surtout de LFI, qui est une stratégie insurrectionnelle. Donc eux, ils jouent vraiment le jeu des institutions de la Ve République. Donc en cela, ils ne sont pas très populistes, ils sont très institutionnalistes en quelque sorte. Donc ils jouent ce jeu-là, donc c'est vrai. C'est vrai aussi qu'on assiste à une évolution du parti en interne, puisque aujourd'hui la moitié des députés du Rassemblement national sont d'origine supérieure. Donc vous trouvez des avocats, vous trouvez des cadres, vous trouvez des cadres des collectivités locales. Donc on n'est plus du tout dans le FN à l'ancienne qui réunissait plutôt des employés ou d'anciens gendarmes à la retraite, etc., ou d'anciens militaires. Donc on a quand même une évolution aussi du parti, qui joue beaucoup aussi la question de la proximité, notamment dans les circonscriptions. Ça, faut pas l'oublier, parce qu'il faut pas oublier non plus que le macronisme a eu quand même comme défaut d'être critiqué pour être hors sol et d'avoir des députés qui connaissaient pas bien leur circonscription, qui n'avaient pas été élus locaux, etc. Donc les choses ont un petit peu évolué en 2022, mais enfin tout de même. Et puis surtout, à mon avis, la vraie dynamique vient de l'électorat.
parce que dans le fond, quand on regarde la situation politique, parce que c'est l'électorat qui décide, hein, les électeurs sont les patrons, c'est eux qui vont trancher au bout du compte. Si on regarde un petit peu l'évolution des valeurs en France, on a une droitisation assez générale qui touche essentiellement les questions d'immigration et de sécurité, pas les questions sexuelles ou disons les questions sociétales, non, là on a plutôt une plus grande tolérance, mais en matière d'immigration et de sécurité, on a vraiment une droitisation, qui touche d'ailleurs même l'électorat de gauche, hein, qui est quand même beaucoup plus réservé sur l'immigration aujourd'hui qu'il y a 10 ou 12 ans. Et donc, en même temps, si vous voulez, et c'est là où le Rassemblement national s'est avéré quand même assez fort, même s'il reste dans le flou sur certains sujets, c'est qu'il associe l'autorité et le social. Or, cette équation, autorité plus sociale, c'est une équation qui plaît à beaucoup de Français et à beaucoup d'électeurs. Donc là, il a un potentiel électoral considérable, parce que la gauche, elle offre du social, mais elle offre beaucoup moins d'autorité. Hein. Et la droite classique de LR, elle offre de l'autorité, mais pas de social. D'ailleurs, on voit bien ce qui arrive aux Républicains maintenant. Certains courent après le social en disant mais on est plus sociaux qu'Emmanuel Macron, que le macronisme. Bon, et d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé récemment au sein de LR. Donc ceux qui sont avec Aurélien Pradier. Voilà, ils sont écartés assez brutalement. Donc, on garde quand même au sein de LR cette vision très libérale sur le plan économique, qui était celle finalement de Valérie Pécresse ou de François Fillon il y a quelques années. Seulement, évidemment, ça ne plaît pas aux Français, et c'est pas le fonds de commerce des Français. Donc là, effectivement, il y a un problème. Petite réaction, Luc Rouban de Philippe Bilger. Luc Rouban, est-ce que paradoxalement, le Rassemblement national ne risque pas d'être confronté à l'alternative suivante? Il est clair qu'il cherche à se normaliser, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il ne risque pas de devenir un parti classique moins intéressant que les partis habituels dans le classicisme? Et l'autre, et donc, comme il fuit la seconde branche qui le distinguait, celle d'être provocateur, parfois jusqu'à l'outrance, presque en rupture, est-ce qu'au fond, ça n'est pas là le risque pour lui de moins attirer, parce qu'évidemment, il se normalise le plus possible et qu'il est, sur ce plan-là, combattu par d'autres beaucoup plus respectables? Luc Rouban. Oui, c'est une bonne question. Cela étant, moi je vous répondrai de la manière suivante. Il se notabilise, c'est-à-dire qu'il joue le jeu des institutions. Donc effectivement, il a complètement rompu avec, je pense, la stratégie de provocation qui était celle du FN. Ça, on le voit très très clairement. Je pense que c'est en plus un parti très hiérarchique. Donc ceux qui, on l'a bien vu avec l'affaire de Fournas, bon, ça c'était vraiment un problème pour eux parce que ça rappelait des mauvais souvenirs et les mauvaises petites phrases de Jean-Marie Le Pen au mauvais moment, avec toutes sortes de d'interprétations qui n'étaient pas forcément très claires. Bon, et je dirais une situation, voilà, une ambiguïté, enfin malsaine en quelque sorte. Donc là, ils sortent de tout ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment oublier ce qu'on savait sur le FN. Et il faut voir aussi une autre chose, c'est qu'il y a quand même d'autres exemples en Europe, notamment Giorgia Meloni en Italie, qui joue le jeu des institutions. On n'est pas non plus dans le populisme, comme on le dit souvent, parce qu'il ne s'agit pas d'interdire les syndicats, il ne s'agit pas de prôner le parti unique, il ne s'agit pas d'interdire les libertés publiques. Donc on est plutôt maintenant dans une évolution de droite radicale, plus que d'extrême droite, parce qu'il y a plus à droite maintenant que Marine Le Pen, il y a Éric Zemmour. Donc d'une certaine manière, Éric Zemmour lui a rendu un service énorme, car finalement, en termes de philosophie politique, en quelque sorte, ou d'offre politique, ça lui a permis de se recentrer ou de montrer qu'elle était plus centriste, enfin, de manière relative. Et donc, en fait, moi je pense qu'ils sont dans une stratégie de respectabilité, ils sont plus dans la stratégie de rupture. Et D'ailleurs, ça paye quand même, parce qu'il faut voir l'électorat. Parce que la stratégie de provocation, elle attirait un certain nombre, surtout les catégories populaires. Quand vous regardez dans les enquêtes, hein, et on a fait beaucoup d'enquêtes au CEVIPOF sur toutes ces questions-là, mais quand on regarde notamment les personnes les plus diplômées, les classes moyennes, les classes supérieures, les professions supérieures, d'habitude, c'était vraiment
des catégories qui, je dirais, détestaient le Front National et n'en parlaient même pas. Bon, c'était hors de propos de voter pour eux, enfin pour lui. Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, l'électorat, maintenant, vous trouvez une bonne partie des classes moyennes qui votent pour le RN. Enfin, il a beaucoup gagné sur ce terrain-là. Il a même gagné sur le terrain des catégories supérieures. Oui, je donne simplement un chiffre, juste un chiffre. Je ne veux pas abuser, mais juste un chiffre. C'est-à-dire qu'au second tour, vous avez le tiers, exactement 33% des catégories supérieures, c'est-à-dire les professions supérieures, libérales, cadres, etc., qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc, si vous voulez, on n'est plus dans la logique, je pense, provocation, petite phrase, voilà. Oui, ça a changé. Luc Rouban, pardon de vous. Quand on voit finalement la défiance vis-à-vis des figures politiques aujourd'hui, tout le monde a l'impression d'avoir tout essayé. Est-ce que finalement certains Français vont pas se dire, on va l'essayer en fait, on va tenter le truc, parce que de toute façon, on a tout essayé, il s'est rien passé, donc c'est peut-être ça aussi c'est peut-être ça aussi la stratégie de dire allons-y, testons. Oui, alors ça c'est vrai en partie, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Je veux dire que derrière le choix électoral, qui est toujours un choix complexe, le choix électoral, c'est jamais l'effet d'une position économique ou d'une position de classe. Il n'y a rien de mécanique dans l'affaire. C'est plus complexe, il y a des valeurs, et surtout, ce qu'on voit maintenant dans les travaux qu'on peut mener, c'est l'effet de la mobilité sociale, et notamment, ça c'est vraiment d'actualité, le problème de la reconnaissance du travail. Il y a vraiment une corrélation très forte entre le fait de voter pour le RN et le fait de considérer que son travail n'est pas reconnu ou n'est pas récompensé à sa juste valeur. Là, il y a vraiment un élément très très important de vote pour Marine Le Pen ou pour le RN en général. Donc si vous voulez, effectivement, on peut penser, on a tout essayé, on va essayer ça. Non, en fait, ça ne sera pas, je dirais, pas forcément un choix par défaut. Ça sera un choix parce que derrière, vous avez une société en crise, vous avez un travail qui n'est pas reconnu, vous avez quand même le sentiment très majoritaire d'une société du mépris, une société, je dirais, injuste, et vous avez aussi l'idée très puissante qui est là depuis les Gilets jaunes, mais qui a aussi touché d'ailleurs les catégories supérieures, c'est l'idée que finalement la hiérarchie sociale, je ne parle pas des élus, la hiérarchie sociale n'est pas très légitime et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en haut de la société qui ne le méritent pas vraiment. Et ça, vous avez 60% des catégories supérieures de la population, enfin supérieures, disons les catégories socio-professionnelles supérieures, qui considèrent que c'est le problème. Donc même au niveau supérieur, il y a des problèmes. Donc si vous voulez, on est vraiment là confronté à des problèmes beaucoup plus profonds à mon avis. Et Priscilla Ludowski. Qui veut réagir, oui. Oui, je rebondis sur ce que disait Cécile. Je suis assez d'accord que je pense qu'il y a cette fatigue. Parce que c'est ce qui a été exprimé pas mal ces dernières années, de dire que voilà, on veut changer. Enfin, quand on passe de la gauche à la droite, au socialisme, et qu'on revient à Macron, par exemple, qui dit moi en fait je suis ni de droite ni de gauche, il brouille un peu les pistes. Enfin, les gens ils votent peut-être qu'ils ont effectivement, les gens ont des valeurs, mais j'ai l'impression qu'ils votent aussi soit par défaut, c'est ce qui a été soit par réaction comme ça a été le cas avec Emmanuel Macron au second tour, et aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'illisibilité, si ça se dit. Du côté gauche et moins à droite, mais plutôt du côté gauche. Et les gens en ont ras-le-bol qui n'est pas un discours cohérent, unique, clair, lisible, avec un horizon. Moi, c'est ce que j'interprète. Et alors que du côté de Marine Le Pen, il y a, même si on est d'accord, on n'est pas d'accord. On va tester, c'est ça. Voilà, et c'est un peu ça. C'est pour ça que je rejoins ce que disait Cécile là. Je pense qu'il y a quand même cet effet peut-être mécanique, mais les valeurs, elles sont là, mais elles sont peut-être plus l'unique raison du vote. Pour revenir peut-être sur les propos de Jessica, oui. Jessica, Priscilla, décidément. Jessica, vous avez un problème avec son nom. Et ne voyez aucun autre signe derrière. Priscilla, non, mais ou Philippe d'ailleurs, et les auditeurs, c'est effectivement, il y a ce risque de voir cette formation votée par défaut. Mais j'aime bien l'intervenant, Luc, qui vient de dire ça ne sera plus un choix subi, mais un choix voulu. C'est aussi ce que vous venez de dire, Priscilla, c'est
peut-être le manque aussi de présence des autres formations politiques. L'espace vide, moi on m'a toujours dit la nature a horreur du vide. Alors on voit que ça soit à droite, à gauche, enfin un peu partout, c'est brinque-ballant. Est-ce que ce que vous dites, Cécile, peut se produire? On a essayé tout et on l'a déjà entendu et lu dans des interviews. Même, moi je dis par réaction, on dit donc, ok c'est comme ça, vous allez voir. Ce manque de présence sur le territoire, et on voit bien aussi, l'intervenant vient de décrire le profil des électeurs, mais il y a aussi les zones géographiques, les territoires délaissés, abandonnés, qui sont aussi ces terres d'élection. Et donc, attention. Où le RN marque le pas dans les territoires isolés. Mais c'est ça, et ça amène des réponses. Et il a été dit tout à l'heure, ils ont deux piliers, c'est autorité et le social. Il y a aussi territoire, je pense, si on fait un triptyque. Et ça répond et ça donne du sens peut-être aux électeurs aujourd'hui, hésitants par rapport au désordre des autres formations politiques. On a plein de messages. On nous dit, mais les Français ne mettront jamais le nom Le Pen à l'Élysée, ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Bilger. Certains disent pas de danger. L'oligarchie bruxelloise et les médias à leur ordre gèrent les robinets d'eau chaude et d'eau froide pour garantir la victoire de leur candidat contre Le Pen. Jackie nous dit, il est possible de garde-fous médiatiques contre RN se fragilisent si les élucubrations de nos élus de l'exécutif se maintiennent jusqu'en 2027. Enfin voilà, il y a pas mal de messages. Beaucoup de commentaires et beaucoup de votes. Énormément de commentaires. Peut-être le mot de la fin, Luc Rouban, justement, sur cette possibilité, ce que dit le Times. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, dans ce brouhaha de la France insoumise et de l'Assemblée nationale, finalement, est-ce que le RN ne s'est pas mis un petit peu à l'écart ? Oh non, je crois pas. Non. Il s'est pas mis à l'écart parce que dans le fond, vous savez, il faut pas se tromper d'analyse. C'est pas parce que les syndicats sont unis, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde dans les rues que les Français sont majoritairement à gauche. Globalement, la gauche c'est 30% de l'électorat aujourd'hui, pas plus. Donc là, les Français sont dans la rue parce que globalement, quel que soit leur vote, et à 70%, ils sont contre la réforme. Bon. Donc le problème, il est, si vous voulez, il y a ça. Mais je voudrais revenir un petit peu juste très rapidement sur le débat qui a été amorcé. Très rapidement, c'est qu'il y a aussi énormément une question de demande et d'attente d'efficacité de l'action publique. Et ça, c'est un vrai problème parce que, si vous voulez, jusqu'à présent, le macronisme s'est vendu comme une solution efficace et compétente. Et on l'a vu avec la destruction des services publics, avec un certain nombre, et on le voit aussi avec la réforme... ils ont raté des retraites, que cette efficacité, elle est peut-être pas là. Donc, effectivement, ça, c'est un des arguments qu'Emmanuel Macron a toujours brandi contre Marine Le Pen, et peut-être que maintenant, il va être beaucoup plus faible. Merci beaucoup, en tout cas, Luc Rouban, d'avoir été avec nous, directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po Paris, et auteur de ce livre, La vraie victoire du Rassemblement national, édité aux presses de Sciences Po. Vous restez avec nous. Dans un instant, on fait réagir, bien entendu, sur l'émission Les Vraies Voix. À tout de suite. On est avec Philippe Bilger, on est avec Priscilla Ludowski, on est avec Philippe Coy, et on a dit pas mal de choses pendant cette émission, et vous voulez réagir, c'est normal. L'antenne est à vous. Gérald est avec nous de Montpellier. Bonsoir Gérald. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio, et vous vouliez revenir, vous, sur notre premier sujet, sur ce conflit qui peut entre la Chine et finalement les États-Unis. Vous vouliez réagir? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui le monde ne se dirige pas vers une ambiance de paix, si je puis dire. Oui. Elle est tout d'abord économique, puisqu'on connaît les Américains. Les Américains ont fait plusieurs guerres, pas sur leur territoire depuis les années 1800, puisque les dernières qu'ils ont fait sur leur territoire, c'était une guerre civile. Ils ont évidemment fait des guerres font des guerres dans les autres pays, comme on peut les voir dans l'histoire qu'on a vécue avant 2023. Et aujourd'hui, ils en font une de procuration encore avec l'Ukraine, peut-être demain avec la Chine. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans notre monde. Quand je vois aussi l'opération Orion qui est en train de se préparer et qui va débuter très prochainement sur notre territoire. Alors, c'est quoi l'opération Orion? C'est 7 militaires en fait qui sont engagés dans une opération navale. Là, en l'occurrence, ça va se passer en Méditerranée, donc près de chez moi. C'est un exercice en fait de conflit de haute intensité. Il s'agit de simuler tout simplement une intervention dans des pays déstabilisés, notamment par des milices orchestrées depuis, par exemple, un voisin doté de la puissance nucléaire. Voilà, rien que ça. Donc ça, je vous fais pas un dessin sur ce qui est en train de se passer actuellement. Bon, ça, on va pas même si c'est un exercice,
c'est bizarre que ça se passe actuellement. S'il est prévu, je sais, depuis un petit moment, mais on ne va pas on se dirige pas vers un mouvement de paix. Et ça, c'est bien dommage. Qu'est-ce que veut Macron ? Avant, nous y étions, la France, un pays assez diplomate à ce sujet. On se rappelle évidemment sur le discours de Villepin, mais où va-t-on demain ? Est-ce qu'en 2025, comme l'avait prédit un certain général américain, que la Chine et les États-Unis se feront éventuellement une guerre ? Qu'est-ce qui se passera pour le peuple évidemment mondial, après économique et surtout le reste, comme on le sait, puisque aujourd'hui nos médicaments par exemple sont faits en Chine. Est-ce que demain on sera capable en 2 ans seulement de pouvoir aussi en fabriquer sur notre territoire ? Ça c'est moins sûr. Mais question rapide, il nous reste 1 minute 20, je voudrais vous poser. Est-ce qu'on n'est pas quelque part à une guerre Occident contre un bloc Chine-Russie, c'est-à-dire un bloc gigantesque, ah oui, tout et à fait. avec Le 2 monde, puissances nucléaires. Quand vous partez, effectivement, quand vous regardez une map monde, vous prenez en fait la partie occidentale, qu'on va dire l'Europe et les États-Unis, et après vous avez tout le reste avec la Chine, l'Inde, l'Iran, etc. Et bien sûr la Russie, donc les fameux BRICS qui sont en train aujourd'hui de se faire. Si demain une monnaie économique est nouvelle, j'entends par là basée sur l'or, comme il va se passer en Chine et en Russie, ce qu'a pu faire aussi évidemment Kadhafi et l'Irak avec Saddam Hussein pour l'Afrique. Si demain il se passe ça, l'économie américaine risque réellement en fait de s'écrouler, parce que les taux de change de différents types de pays, on sait comment ça se passe économiquement, ce ne sera plus le dollar, la monnaie en fait unique qui permettra de pouvoir échanger sur le territoire énergétique. Si demain ça se passe, les Américains ne se laisseront évidemment pas faire. Et là, on va avoir un conflit majeur qui, je pense, n'a pas été peut-être pas programmé jusque-là. Merci beaucoup en tout cas Gérald, pour votre expertise. Merci beaucoup Gérald. Il fait beau Gérald à Montpellier ? Oui, il fait très beau. On s'inquiète un petit peu des 28 jours sans pluie actuellement, on vous en parlerait. Bien sûr. Mais oui, il fait très beau. Là, il a fait aujourd'hui, il a fait 20 degrés, donc c'est impressionnant. D'accord, voilà. Faites-nous de la place, on arrive ce week-end. On va aller faire une petite tête beaucoup Gérald. au Gros du Roi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis, bien entendu. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Priscilla Ludowski, merci Philippe Coy d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va vous parler citoyenneté avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet et 2 belles associations, 2 beaux événements. Allez, à tout de suite.